Nous traversons une crise budgétaire. En France, certes, mais aussi en Italie apparemment, puisque l'Italie de Giorgia Meloni, cette leader d'extrême droite qu'on qualifie parfois de post-fasciste, parce que dans sa jeunesse, elle disait qu'elle aimait bien Mussolini, qu'elle ne rejetait pas la figure de Mussolini. Bref, peu importe, en tout cas, voilà, c'est une première ministre d'extrême droite en Italie. Et force est de constater que premier ministre d'extrême droite ou président macroniste, en vérité, ça a l'air de pas changer grand-chose à la crise budgétaire aux crises budgétaires, quoi, que ce soit en France ou en Italie. Donc on va lire un article de Romaric Gaudin pour Mediapart. Pour ceux qui ne connaissent pas Romaric Gaudin, c'est vraiment un des journalistes économie de Mediapart. Et franchement, il est très très bon. Il est vraiment vraiment très très bon. Il est très très chaud, Romaric Gaudin. D'ailleurs, il sort un livre là. Je sais pas si le livre est sorti ou s'il va sortir, mais il sort un livre sur, je sais plus quoi exactement, sur le capitalisme en gros. Attendez. Romaric Gaudin, livre. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Le problème à trois corps. Ça sort en 2026. Voilà. Donc c'est un peu gros cerveau. Hein. Voilà, Romaric Gaudin, c'est ce genre de gars. Il sort un bouquin, Le problème à trois corps du capitalisme, de l'impasse libérale démocratique à la fuite en avant autoritaire. Cahier libre de la découverte. Voilà. Donc il est chaud. Hein. Globalement, il est chaud, Romaric Gaudin. Et je sais que pour ces articles pour Mediapart, franchement, ils sont vraiment super. Ça parle d'économie. C'est carré et puis c'est quand même voilà, c'est du journalisme, c'est pas un bouquin d'économie, donc c'est quand même relativement digeste. Donc on va lire un peu ça et essayer de voir ce qui se trame en Italie, sachant que moi je trouve ça intéressant parce que l'Italie, ils ont élu l'extrême droite. Ça y est, l'extrême droite est au pouvoir en Italie. Et quand on écoute l'extrême droite en France, ils vendent ce truc comme quoi si l'extrême droite arrive au pouvoir, tous les incapables seront dehors et que là du coup ça y est, les problèmes seront réglés en France, notamment les problèmes de dépenses publiques et de budget. Et ben en Italie, c'est une situation assez analogue, alors que l'extrême droite est en place au pouvoir depuis un petit bout de temps, quoi. Donc est-ce qu'au final, sur tout ce qui est question économique et budgétaire, il n'y a pas vraiment de différence entre les macronistes et l'extrême droite? La question est posée. Moi, mon avis, c'est que oui. Et donc on va essayer de voir ça à travers cet article de Romaric Gaudin aussi, puis même plus largement essayer de comprendre ce qui se trame en Italie, parce que c'est intéressant, et puis moi j'aime bien m'intéresser un petit peu à l'actualité économique. Et de regarder ce qui se passe chez nos voisins européens, ça aide aussi à mieux comprendre parfois ce qui se passe chez nous. Donc voilà, c'est parti. C'est marrant, c'est comme si c'était le capitalisme productiviste qui était en crise plutôt qu'un manque d'austérité. Non mais c'est fou ça. Eh oui. Est-ce que le problème ne serait pas systémique et qui dépasse largement le cadre de la simple politique française? Moi je pense que oui. Voilà. Bref, allez, on y va. Donc, en Italie, le budget de Giorgia Meloni contesté de toutes parts. Le budget 2026 de Giorgia Meloni confirme le retour à la logique traditionnelle des politiques italiennes. La croissance est sacrifiée sur l'autel du déficit. Et les mesures proposées sont fortement inégalitaires. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? Ça vous fait penser à quelque chose un peu? La croissance est sacrifiée sur l'autel du déficit et les mesures proposées sont fortement inégalitaires? Ça fait un peu penser à la France quand même. Il y a trop de déficit, on a un problème de déficit, on doit calculer toute notre politique budgétaire pour réduire le déficit, quitte à ce que la politique budgétaire nique la croissance et nique l'économie réelle du pays, quoi. Voilà. Et bien sûr, tout ça se fait avec une énorme part d'inégalité. On doit laisser les entreprises et les milliardaires tranquillous, et puis c'est sur les travailleurs que l'effort budgétaire doit être concentré. Ça fait vraiment penser à la politique budgétaire de Macron, alors que, rappel, Giorgia Meloni est officiellement classée à l'extrême droite. Voilà. Et pourtant, c'est très très macroniste. Bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le concept de macro, le pénisme, que j'ai théorisé déjà il y a plusieurs années. Tout le monde me riait au nez à l'époque, je l'écris dans mon livre. En vérité, je pense avoir raison sur toute la ligne, y compris, on pourrait parler peut-être de mélono, le pénisme, de mélono-macronisme aussi. Voilà. Oui, c'est Emmanuel Todd. Parce qu'Emmanuel Todd avait conceptualisé effectivement ce truc de macro-le pénisme. Bon. On rejoint un peu ces sujets-là, cette convergence de fait, en tout cas sur la politique économique, cette convergence, elle est évidente, elle saute aux yeux, sur le racisme aussi, du reste. Et voilà, donc ça sera l'occasion un petit peu aussi de parler de ça. Ok, le budget 2026 du gouvernement de Giorgia Meloni a réussi un tour de force. Il déplaît à tout le monde, y compris dans sa propre coalition. Encore une fois, ça fait un peu penser à ce qu'on vit en France actuellement avec Macron. Hein. Mais il est vrai que c'est un budget qui n'a guère d'autre but que celui de suivre le schéma décrit par l'Union européenne pour sortir de la procédure de déficit excessif. Donc, rappel, l'Union européenne indique à ses États membres qu'il faut garder le déficit contenu sous 3 points de PIB, 3% du PIB. Voilà, c'est un petit peu l'objectif par rapport au traité de Lisbonne, etc., etc. En France, là, sous Macron, ça n'était fait qu'une année, où on était peut-être à 2,5, 2,7%. Sinon on est systématiquement au-dessus, et en fait en Italie c'est un peu la même chose, voilà. Mais je veux dire, si le seul but c'est de maintenir le déficit en dessous de 3% du PIB,
Voilà, cela se fait effectivement au prix d'un projet sans ambition, inégalitaire et sans vraie vision. Encore une fois, c'est pareil en France. Alors après, on pourrait dire que s'il y a une vision, c'est conserver les bénéfices de la bourgeoisie et conserver l'ordre social préexistant, voire même le renforcer en faisant une politique au service des grands groupes et des milliardaires. On peut le voir ça comme ça aussi. Mais je veux dire, à l'échelle du pays, à l'échelle de la nation et de tous ses citoyens, effectivement, il n'y a pas de vraie vision pour les citoyens et les travailleurs du pays, en tout cas. Ça, c'est clair. Enfin, si, c'est une vraie vision, mais une vision qui est dramatique, quoi. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Sur le papier, ceux qui ne jugent une politique économique que sur la dernière ligne du budget, c'est-à-dire sur l'évolution du déficit, pourraient se féliciter. Le déficit budgétaire italien sera donc à 3% du PIB, c'est ce que je disais, en 2025 et à 2,7% du PIB en 2026. Moi, ça y est, je suis un vrai avocat, je suis un vrai fiscaliste amateur. Je dis PIB au lieu de dire PIB. Avant, je disais, oh, bizarre les gens qui disent PIB. Mais en fait, c'est à force de dire point de PIB, pourcentage du PIB, je me retrouve à dire PIB comme un vrai économiste. Donc, je suis assez content. Voilà. Et c'est pas la vision assumée, même si c'est effectivement leur objectif. Oui, voilà, de conserver et renforcer les intérêts de classe de la bourgeoisie possédante. Effectivement, ils le disent pas, ils le présentent pas comme ça, mais de fait, c'est effectivement leur objectif, tout à fait. Le problème italien, depuis bientôt 30 ans, est le poids du coût de sa dette. Les dépenses d'intérêt du pays s'élèvent à 4% du PIB chaque année. Donc, c'est-à-dire en remboursant les intérêts de leur dette, tout ça, ça leur coûte 4% de leur produit intérieur brut. Donc en vrai, c'est beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup. Et en France, c'est aussi l'argument qu'utilisent les libéraux pour dire on doit contenir le déficit maintenant, sinon les intérêts de la dette, en fait, ça va nous plonger dans un cercle vicieux où à la fin, ça sera trop galère à rembourser, ça nous coûtera trop cher à rembourser les intérêts de cette dette si cette dette est trop élevée. Et quand les marchés financiers et notamment à travers les agences de notation, décident de dégrader la note de la France, du coup ça peut augmenter le taux d'intérêt de la dette française, et donc ce problème de la dette coûte trop cher à rembourser chaque année s'accentue encore une fois. Donc c'est vraiment l'argument qu'utilisent en permanence les libéraux pour nous dire attention à la dette, il faut contenir la dette tout de suite, il faut contenir le déficit maintenant, sans ça, ça va rentrer dans un cercle vicieux lié au remboursement de ses intérêts, et c'est un petit peu le problème de l'Italie. Mais encore une fois, il faut nuancer un petit peu tout ça, et surtout si on veut vraiment sortir de ce problème-là, du cercle vicieux de remboursement des intérêts, il y a d'autres moyens que de le faire que des cures d'austérité, encore une fois, évidemment. Toute tentative de parvenir à l'équilibre budgétaire passe donc par la mise en place d'un excédent primaire, c'est-à-dire hors coût de la dette. Autrement dit, par le maintien de recettes élevées et de dépenses faibles. Donc en gros, on baisse pas trop les impôts, on laisse les impôts relativement élevés, les prélèvements obligatoires, tout en réduisant la dépense publique, ce qui permet de réduire le déficit. Encore une fois, c'est ce que veut faire Macron aussi. C'est ce que voulait faire Macron et le budget Le Cornu, c'est ça. Hein. Sur l'effort budgétaire, enfin l'effort du déficit qui est fait, c'est réduire les dépenses et ne pas trop augmenter les impôts, voire même les augmenter un petit peu quand même. Évidemment, les impôts, ça ne sera pas sur les plus riches, généralement. Voilà, donc c'est encore une fois la même logique qu'en France. Un tel exercice pèse mécaniquement sur la croissance et explique en partie la stagnation de l'économie italienne depuis 30 ans, 3 décennies. C'est un nœud gordien qu'il est bien difficile de trancher. La relance augmente le coût de la dette, l'austérité réduit la croissance. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu augmentes la croissance, tu relances l'activité d'un pays au prix de creuser le déficit, en faisant une politique de relance type un peu keynésienne, ou alors tu fais une crise d'austérité pour réduire le déficit, mais du coup, ça réduit la croissance et ça fait que l'économie réelle, moi j'aime bien appeler ça comme ça, stagne. Et ça marche pas non plus, quoi. Donc en vrai, il y a un petit peu deux choix à faire. Il y a un arbitrage à faire entre ces deux choix, mais voilà, quoi. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que le choix qui est fait par l'Italie depuis 30 ans et le choix qui est fait par Macron et ses prédécesseurs en France depuis quasiment une vingtaine d'années, force est de constater que ça nous a pas sorti de cette crise de budget de déficit, quoi. Donc pourquoi ne pas tenter l'autre solution ? La relance qui augmente le coût de la dette. Mais sur un temps long, ça serait à même de la résorber, cette dette-là, justement en relançant la machine. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les États-Unis sous Roosevelt à la fin des années 20, au début des années 30, et ça a quand même bien fonctionné, quoi. La seule porte de sortie théorique serait une croissance potentielle plus forte grâce à une reprise des gains de productivité. Ok, mais l'économie italienne est loin de ce scénario qui, au reste, est encore plus difficile sous la pression budgétaire. Mario Draghi avait contourné le problème grâce au superbonus, une subvention sur la rénovation énergétique qui avait permis une reprise de la croissance mais qui avait stabilisé le déficit public à un niveau élevé. Sous pression européenne, le gouvernement Meloni a mis fin à ce dispositif, qui n'était au reste que nécessairement provisoire, et est du coup revenu aux politiques précédentes d'excédent primaire acquis au détriment de la croissance. Alors c'est un peu compliqué, je suis pas sûr de bien tout comprendre. Donc on va passer à la suite. Vous avez compris là ? Vous avez compris un peu ce coup d'excédent primaire et tout là ? C'est un peu compliqué, non ? C'est pas un peu compliqué quand même ? Ok, la seule porte de sortie serait une croissance potentielle plus forte grâce à une reprise des gains de productivité, ok ? Excédent primaire, hors coût de la dette.
Ouais, j'ai pas bien, ce paragraphe-là, je l'ai pas bien bité. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite et tenter de comprendre quand même. Voilà. Et tentons d'apprendre ensemble. Mais voilà, parfois c'est des articles un petit peu compliqués. Bon, voilà. On s'en fout, on te croit. Ouais, allez, on continue. Les chiffres pour 2026 fournis par le ministère de l'économie sont d'une grande clarté de ce point de vue. Ok, on va peut-être comprendre un peu mieux. Le gouvernement annonce un excédent primaire de 1,2% du PIB, contre 0,9% en 2025, et envisage de le porter à 2,2% du PIB en 2028. Mais j'ai pas compris, c'est quoi un excédent primaire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un excédent primaire dans le chat? Expliquez-le-moi comme si j'avais 8 ans. Là, j'ai pas compris. Faites une analogie. Expliquez-moi avec des logos ou des Legos. Attendez, excédent primaire. J'ai compris, t'as compris, Frenchonen? C'est pourtant limpide. Solde primaire. En économie, l'expression solde primaire désigne la situation budgétaire d'une unité institutionnelle pour une période donnée hors paiement des intérêts pour l'encours de sa dette durant cette période. On parlera de déficit primaire si ce solde est négatif. C'est recettes moins budget sans la dette. Ah ok, ok d'accord, c'est la différence c'est l'écart entre les recettes et les dépenses publiques, mais t'enlèves les dépenses publiques liées à la dette. Et tu vois que sans rembourser la dette, bah au final, tu collectes plus d'impôts que tu n'en dépenses. C'est ça? Ok, c'est les recettes moins le budget et moins les intérêts. Ok, d'accord. Donc c'est une façon de dire, c'est bon, j'ai compris. C'est une façon de dire cette histoire d'excédent primaire. En gros, le gouvernement annonce un excédent primaire de 1,2% du PIB. Donc ça voudrait dire en Italie que si jamais ils n'avaient pas leur dette à rembourser, et ben en fait, ils seraient pas en déficit. Déjà, premièrement, il serait pas en déficit, mais deuxièmement, il serait même en excédent. Ça veut dire que, au lieu de creuser la dette, ils résorberaient leur dette à hauteur de 1%, 1,2% du PIB, s'ils n'avaient pas à payer les intérêts de leur dette. Mais étant donné qu'ils ont à payer les intérêts de leur dette, et que les intérêts de leur dette, c'est 4% du PIB, et bah du coup, ils sont en déficit, quoi. Voilà. Et donc, quand on parle d'excédent primaire, ça veut dire, t'enlèves le coût de la dette. Ok, donc nous, on n'a pas d'excédent primaire en France. T'enlèves le prix du remboursement de la dette française, on reste en déficit, hein, je pense. Mais c'est pas le cas de l'Italie. Donc du coup, c'est une logique qui amène à penser l'Italie. L'Italie a pensé, pardon. L'Italie se dit, ok, bah si on n'a plus de dette à rembourser, il y aura plus de problème budgétaire, puisqu'on a déjà un excédent primaire. Ok, d'accord. Et du coup, ils empruntent pour rembourser cette dette. Mais du coup, ils vont continuer à devoir rembourser. Oh là là. Notre dette coûte pas cher. C'est combien de points de PIB, nous, notre dette à rembourser chaque année? C'est 4% en Italie, nous, c'est combien? J'aimerais bien savoir. Si quelqu'un le. Bon, peut-être qu'il va en parler après, Romaric Godin. Ok, c'est bon, j'ai mieux compris. Donc tout ça pour dire que oui, le problème d'un point de vue purement budgétaire, mais encore une fois, quand on voit ça uniquement comme des ajustements comptables, eh ben, on pense pas à l'économie réelle du pays, la croissance et ces choses-là, quoi. Mais d'un point de vue strictement comptable et budgétaire, le problème de l'Italie, ce qui les met en déficit, c'est le coût du remboursement de leur dette. Ok. Ok, voilà, nous c'est plus autour de 2% du PIB qui part dans le remboursement des intérêts de notre dette chaque année. Eux c'est 4%, donc c'est 2 fois plus en proportion. Ok, c'est bon, j'ai mieux compris. Vous avez compris? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? Ok, donc je vais relire ce paragraphe-là pour être sûr de bien comprendre. Les chiffres pour 2026 fournis par le ministère de l'économie sont d'une grande clarté de ce point de vue. Le gouvernement annonce un excédent primaire à 1,2% du PIB contre 0,9% en 2025 et envisage de le porter à 2,2% du PIB en 2028. Ok, mais en parallèle, la croissance, elle, va rester très faible. Après le 0,5 prévu cette année, 0,5% prévu cette année, là on parle que en point de PIB à chaque fois, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le ministère de l'économie ne prévoit que 0,7% l'an prochain et 0,9% en 2028. Le tout dans un contexte de productivité stagnante et de baisse du PIB potentiel qui passerait de 1% en 2025 à 0,6% en 2028. Autrement dit, la politique budgétaire choisie s'accompagne d'un affaiblissement structurel de l'économie italienne. Ok, donc ça je l'ai bien compris, ils ne raisonnent qu'en réduire le déficit parce que leur dette coûte trop cher, en témoigne leur excédent primaire qui est effectivement excédentaire. Mais par contre, du coup, ils se disent, bon bah si ça affaiblit structurellement l'économie italienne, on s'en bat les couilles, on voit ça que en des termes comptables, quoi. Ok, ça marche. C'est bon, j'ai compris, j'ai capté. Super. Face au retour de cette politique budgétaire à l'ancienne, les choix ont été limités. Oula! Le gouvernement a cependant annoncé une hausse des dépenses de 18 milliards d'euros pour 2026, ce qui permet de respecter la limite d'une hausse de 1,6% imposée par Bruxelles. Ok, mais ces dépenses ont été quasi intégralement couvertes par de nouvelles taxes ou par des coupes budgétaires. Ça marche. Alors attendez deux secondes, je vérifie un truc. Je vérifie juste un truc. Non, c'est bon, parce que j'ai ouvert le F12 sans faire exprès. Je voulais voir s'il n'y avait pas des trucs. Non, c'est bon. Il n'y a rien. Aucune info dessus. C'est une info sur la page de Mediapart, HTML.
Ok, du côté des dépenses, on reste dans une logique très fortement néolibérale. Le gouvernement Meloni a insisté sur les baisses d'impôts, qui représentent 6,3 milliards d'euros, soit plus du tiers des dépenses nouvelles. Ok. À cela s'ajoutent 3 milliards d'aides diverses aux entreprises, ce qui laisse à peine 9 milliards d'euros de dépenses nouvelles pour le reste du budget. L'essentiel allant dans des aides aux familles et dans le secteur de la santé. Ok, donc c'est en mode la dépense publique, on n'augmente pas, on a tendance à baisser, etc., etc. En face, les ressources nouvelles seront surtout des réductions de dépenses des ministères pour 4,5 milliards d'euros. Les ressources du plan européen de relance et de résilience, 5 milliards d'euros, et une taxe exceptionnelle sur les profits des banques et des assurances pour 4,3 milliards d'euros. Donc ça, c'est les augmentations d'impôts, en gros, qu'il y a en Italie pour le budget de l'année prochaine. Ce volet recettes a fait l'objet de rudes discussions au sein de la coalition au pouvoir. La Lega de Matteo Salvini, donc la Lega c'est l'extrême droite aussi, hein. Matteo Salvini c'était vraiment le leader un peu de l'extrême droite il y a quelques années. Il avait tenté une coalition, au final il n'est pas resté au pouvoir longtemps, c'était un petit peu le bordel quoi, et puis il est un peu passé au second plan, et c'est Giorgia Meloni avec sa formation Fratelli d'Italia, je crois que c'est ça, qui a pris le leadership dans l'extrême droite italienne et qui a fini par arriver au pouvoir et rester durablement au pouvoir depuis quoi. Ok, donc la Lega de Matteo Salvini a insisté pour alourdir la taxe bancaire, tandis que la droite berlusconiste, Berlusconi qui est un ancien Premier ministre italien qui est resté hyper longtemps, une merde globalement, hein. La droite berlusconiste de Forza Italia, menée par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, voulait la réduire. Ok. Donc oui, ça c'est un peu pareil, on a une extrême droite qui est parfois un petit peu plus populiste, qui est en mode genre les banques, on va taxer les banques parce qu'on est pour le vrai peuple italien, etc. Ce qui veut pas dire, tout ça c'est aussi un jeu de posture quoi. Et après on a la vieille droite libérale à l'ancienne, donc là c'est Forza Italia et Berlusconi en France, nous ça serait plus la droite en Italie, pardon, nous ça serait plus la droite LR en France. Et là on voit qu'il y a des petites différences, il y a des petites différences de nuances en réalité, parce que c'est une ligne politique qui est assez différente quoi. La droite berlusconiste elle est traditionnellement pro business, etc. etc. Donc taxer les banques, ça leur plaît pas trop, tandis que l'aspect un peu populiste parfois de l'extrême droite, en France avec le RN de Marine Le Pen et en Italie avec la Lega de Matteo Salvini, a tendance à plutôt dire bon, si c'est pour taxer les banques et les entreprises étrangères, ils sont un peu plus permissifs là-dessus. Encore une fois, tout ça est un jeu de posture, hein, rappelons-le. Giorgia Meloni a réussi à trouver un équilibre précaire, notamment en réduisant la taxe prévue sur les locations de courte durée, qui était réclamée par Forza Italia et le lobby des hôteliers, mais qui était contestée par la Lega, dont la clientèle électorale a souvent recours aux revenus des plateformes de type Airbnb. Ok, intéressant ça. On voit qu'elle est prise un peu entre deux nuances de droite radicales, on va dire, avec la droite berlusconiste et l'extrême droite de Matteo Salvini. Et leur ligne est un petit peu différente et elles doivent trouver la ligne de crête entre les deux, quoi. Satisfaire un peu l'extrême droite populiste et la droite bourgeoise réactionnaire. Un petit peu comme en France, avec, je sais pas, où l'extrême droite va faire le grand écart, ouais, comme LR et le RN, exactement. Où Bardella il essaie de faire le grand écart entre la ligne pseudo-populiste de Marine Le Pen et LR, la droite bourgeoise pro-patronale, quoi. À la fois se faire accepter par les milieux patronaux et à la fois ne pas totalement trahir la ligne populiste. Encore une fois, c'est pas un programme, hein. Tout ça c'est de la posture. Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle va faire la même politique néolibérale de merde que tous les autres, hein. Mais sur la ligne et sur leurs éléments de communication et sur leur posture, il y a une espèce de grand écart, enfin pas de grand écart, mais de ligne de crête à trouver entre ces deux lignes-là. J'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu de cet ordre-là aussi en Italie, avec Giorgia Meloni qui doit, pareil, trouver cet équilibre entre la droite berlusconiste et la droite salviniste. Voilà. Merci Ampoule Dissidente pour ton Prime, pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok, intéressant. Donc pour faire passer la taxe bancaire telle qu'elle est, le gouvernement serait prêt, pendant les débats budgétaires, selon la Repubblica, donc c'est un journal italien, à réduire encore, voire à abandonner cette taxe qui doit rapporter 500 millions d'euros. Ok, donc c'est conséquent, hein, 500 millions d'euros. C'est conséquent, mais bon. Voilà, quand on regardait tout à l'heure, on parlait de 4,5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros, 4,3 milliards d'euros. C'est pas non plus une taxe de zinzin, mais peut-être que même si c'est pas la taxe qui rapporterait le plus, elle est plus l'objet de discussions politiques que d'autres, parce que là, du coup, il y a un désaccord entre à la fois la Lega et Forza Italia. Donc peut-être que c'est au cœur de ces débats budgétaires et de cette crise budgétaire italienne, même si c'est en réalité pas celle qui rapporte le plus. Ok, alors pour ceux qui aiment les graphes, voilà, évolution du déficit budgétaire de la dette en Italie. On sait même pas traduire, hein. Indebitamento netto saldo primario e debito della PA. Fonte, Istate Banca d'Italia. Dal 2025, prévisions dello scenario programmatico. Voilà. Il est bien mon accent italien ou il est pathétique? Ça, il est correct? Je parle pas un mot d'italien. Voilà. Donc déficit. Donc là, on voit le solde primaire, le déficit primaire. Ok, donc le truc primaire, c'est en bleu clair. Belle debito.
tout à fait. Ok, donc là c'est l'endettement net, le déficit net, et là c'est le solde primaire. Donc le solde primaire, c'est t'enlèves le remboursement de leur dette. Ok, pas terrible, bah je parle pas un mot d'italien. Pas trop mal l'accent, bah mettez-vous d'accord, mettez-vous d'accord. Donc là c'est les fameux 3% recommandés par l'Union Européenne, il faut garder le déficit en dessous de 3%, et donc on voit là en 2025, ça y est, normalement ils sont à moins 3%, et ils veulent encore réduire le déficit. Et là en bleu clair, c'est une fois que tu enlèves le remboursement de la dette. C'est le solde primaire. Et effectivement, le solde primaire, qui est un déficit primaire jusqu'en 2023, est devenu un excédent primaire à partir de 2024. Ce qui veut dire que si ils enlèvent les intérêts de leur dette, et ben au final, ils sont plus du tout en déficit chaque année. Et donc c'est un peu leur objectif de réduire au maximum le déficit pour que le poids de leur dette soit de plus en plus faible et que de petit à petit pouvoir aller vers la route de l'excédent budgétaire à la fin de l'année, ou en tout cas de l'équilibre budgétaire. Voilà. Mais encore une fois, et là je pense que ça va être la suite de l'article, tout ça se fait au prix de l'économie italienne. Donc en fait, on s'en bat les couilles dans le moment. Ce qui compte, les politiques budgétaires d'un État, la politique publique économique d'un pays. Le but, c'est d'influer sur l'économie réelle de ce pays, sur l'activité économique de ce pays. À partir du moment où l'activité économique d'un pays est quasiment un angle mort dans la politique budgétaire, bah c'est que c'est de la grosse merde. Voilà. Ok. Du coup, ce n'est pourtant pas le seul sujet sur lequel la majorité parlementaire se déchire autour de ce budget. Donc là, on parlait du truc de la taxe sur les banques, mais il y a d'autres points de déchirement, d'écharpement. Antonio Tajani, ça se dit Tajani en italien ? Antonio Tajani a ainsi critiqué la baisse prévue de 80 millions d'euros des soutiens publics aux travaux d'élargissement des métros de Milan et de Rome, ainsi qu'au réseau régional napolitain. Voilà, parce que c'est en mode on baisse pour atteindre le fameux déficit budgétaire, ça se fait au prix des transports publics à Milan et à Rome, par exemple. Et ça, c'est évident quand on voit ça que du coup, c'est nul, quoi. C'est nul. Le ministre des Infrastructures, Matteo Salvini, s'est insurgé contre cette lecture et a parlé de restructuration du financement des infrastructures. Une preuve de plus que des tensions internes à la coalition, malgré les efforts de médiation de Giorgia Meloni. Ok, donc voilà, la coalition, je ne sais plus exactement qui est dans cette coalition, il faudra peut-être aller regarder avec un petit coup de Wikipédia, mais du coup voilà, cette coalition, elle va de la droite berlusconiste jusqu'à l'extrême droite salviniste, et le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, serait un peu le barycentre de cette coalition finalement. Je vais vérifier que je dis pas de bêtises et que c'est bien ça. Giorgia Meloni. Députée italienne, président du Conseil des ministres d'Italie. Ah ouais, donc j'ai dit première ministre, c'est présidente du Conseil en Italie qu'on dit. Titulaire actuel, président du Conseil des ministres. Dernier changement, historique du titre, titulaire. Liste des présidents du Conseil des ministres d'Italie. Ok. 2 secondes. Hein. Pardon. Et bien sûr que je dis pas de bêtises. Giorgia Meloni, frère d'Italie, donc c'est Fratelli d'Italia, tout à fait. Meloni, ça va être le gouvernement, ça ? Gouvernement Meloni, voilà. Depuis le 22 octobre 2022, sous la 19e législature. C'est cette page-là que je cherchais. Donc il y a effectivement Fratelli d'Italia, le parti de Meloni, la Lega, le parti de Salvini, et Forza Italia, le parti de la droite berlusconiste. Donc c'est bien ça. La coalition, c'est bien Meloni, en gros en prenant les noms et pas les noms des leaders et pas des partis. C'est bien une coalition Meloni, Salvini, Berlusconi. En gros. Donc là, c'était les 3 dont on parlait dans cet article. Effectivement, c'est les 3 qui sont d'ores et déjà dans une coalition au pouvoir et qui travaillent ensemble sur cette politique budgétaire, quoi. C'est pas l'opposition qui lui dit non, on veut pas de cette taxe sur les banques. Tout ça, ça fait partie de la majorité de la coalition actuellement au pouvoir. Voilà, petit rappel. Je voulais vérifier, je voulais en être sûr, mais c'est bien ça. Donc du coup, ça représente effectivement une majorité à la Chambre des députés ainsi qu'au Sénat. Ok. Ça marche. Clairement une nuance à la Le Pen Zemmour Ciotti. Bah ouais, il y a un côté un petit peu comme ça. Hein. On voit que la droite italienne, c'est un peu ça. Le parti berlusconiste serait LR, le parti de Matteo Salvini serait peut-être plutôt le RN du coup, parce qu'il y a ce côté un peu populiste vraisemblablement. Et Giorgia Meloni serait un petit peu la femme de l'union des droites. Alors ça correspond pas trop à la ligne de reconquête, je pense. Giorgia Meloni, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, elle doit tenir ses deux bouts. En tout cas, un petit peu comme s'il y avait une coalition au pouvoir en France qui devait à la fois contenir dans sa coalition le RN et les Républicains, quoi. Effectivement. Je pense que cette comparaison n'est pas totalement hasardeuse, mais après, voilà, essayons de... Il y a quand même des vraies différences. On peut pas calquer intégralement la politique italienne et le rapport de force à l'Assemblée italienne avec ce qui se passe en France, quoi. Mais je pense qu'il y a des petites analogies à en tirer. Meloni égale Ciotti, je sais pas. C'est là justement peut-être que la pertinence de l'analogie devient un peu moins pertinente, quoi. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais en tout cas, voilà.
la coalition au pouvoir, on voit quand même que c'est la fameuse convergence de la droite traditionnelle italienne et de l'extrême droite, quoi. Et donc ça, c'est une espèce de truc d'appel à l'union des droites, une union LR, RN, etc., etc. Quand on parle de tout ça en France, effectivement, quand on regarde l'Italie, c'est d'ailleurs un peu la situation italienne en réalité. Voilà. Reste que ce budget a fait l'objet d'une vaste contestation. En fin de semaine dernière, le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti a passé un mauvais moment au Sénat, alors que les syndicats et experts venaient juger son projet. Le syndicat patronal Confindustria, donc c'est un peu le MEDEF italien j'imagine, il voit un budget, je cite, à somme nulle et sans impact. Pour le patronat, il n'existe pas de politique structurelle pour l'industrie. Les représentants du capitalisme italien critiquent aussi, outre la taxe bancaire, l'imposition prévue à 26% des holdings familiales possédant au moins de 10% d'une entreprise. Moins de 10% d'une entreprise, pardon. Une mesure qui pourrait en réalité être inconstitutionnelle. Ok, d'accord. Donc ça taxe un petit peu quand même les holdings familiales parce qu'il y a tellement de thunes chez les milliardaires que par pur pragmatisme budgétaire, en Italie comme en France, parfois ça parle un peu d'aller taxer ces trucs-là. Encore une fois, ça rejoint un peu les débats budgétaires qu'on a en France. Et évidemment, comme le MEDEF en France, en Italie, il y a Confindustria, le syndicat patronal, qui est en mode genre, non, c'est du vol en fait de faire ça. Taxer les holdings familiales, des pauvres petits milliardaires qui se cassent le cul à créer de l'emploi, c'est non. Voilà, encore une fois, là on la voit, l'analogie, c'est vraiment un peu la même chose. Côté syndicats de travailleurs, même les syndicats réformistes comme l'UIL et la CISL se montrent critiques. Encore une fois, en France, ça serait même la CFDT se montre critique vis-à-vis de François Bayrou. C'est ce qu'on a vu cet été, typiquement. Le secrétaire confédéral de ce dernier syndicat salue la baisse du déficit, mais critique le manque de ressources pour les services publics. À l'UIL, on regrette les baisses d'impôts disproportionnées pour les plus riches. Le syndicat le plus remonté reste la CGIL, le plus grand d'Italie, qui parle d'un budget injuste, inadéquat et contre-productif. Donc là, ça serait plus la CGT en France, vous voyez. Le syndicat dénonce une vraie politique d'austérité, compte tenu de ce qu'on appelle le fiscal drag, c'est-à-dire la hausse des revenus fiscaux dus à l'inflation des années 2022 et 2024. La CGIL appelle à une grève contre le budget le 12 décembre, de la même manière que la CGT appelle à une grève contre le budget le 2 décembre en France. Donc là, pour le coup, je trouve que quand on parle des syndicats patronaux et des syndicats de travailleurs, effectivement, ça rejoint quand même bien la situation en France, sachant que eux, c'est une coalition d'extrême droite au pouvoir et que nous, c'est Macron au pouvoir. Donc comme quoi... Le Macron, le pédisme, effectivement. On y revient, on y revient. Bref. Ok. C'est le moment où les gens doivent se révolter, descendre dans la rue et dire « Assez !» a martelé le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, Maurizio Landini. Ok. Basé. La CGIL, donc c'est ce fameux syndicat, on va dire c'est un peu la CGT italienne, a trouvé des appuis inattendus à son discours. Lors des auditions au Sénat, 3 expertises indépendantes, celle du Bureau parlementaire du budget, de la Banque d'Italie et de l'Istat, l'équivalent italien de l'INSEE, sont venues confirmer l'aspect inégalitaire des mesures prévues dans ce budget 2026. Tiens. Donc on est quand même dans cette phase-là des économies européennes, quoi. On est dans cette sauce, on est dans cette crise où même l'INSEE, l'Istat et des trucs un petit peu comme ça, des organismes tout à fait officiels de statistiques, appuient ce que disent les syndicats de travailleurs en disant bah oui, votre budget il est inégalitaire, là il y a des inégalités, c'est monstrueux. Voilà, c'est objectivement le cas, quoi. Je trouve ça assez fou, et je trouve ça assez intéressant en tout cas. Voilà. Les gros fascistes en Italie, c'est Casa Pound. Ah oui, alors après, on peut trouver toujours plus facho qu'effectivement Fratelli d'Italia ou la Lega. Hein. C'est sûr, de la même manière qu'en France, on peut trouver plus facho en réalité que le RN, le collectif pour le 9 mai, le GUD ou l'Action française, c'est plus facho encore que le RN, c'est sûr. Mais ils font tous partie de la même famille politique en tout cas. Ça, c'est clair et net. Allez, on continue. Il est bien cet article en tout cas, c'est intéressant. Je suis content. Oui, ça c'est le genre d'article, parfois je me dis est-ce que je le lis en live et tout, parce que ça peut être un peu barbant ou un peu compliqué, mais en tout cas non, ça va, je trouve que c'est bien. Il y a eu un moment où c'était un peu trop compliqué à mon goût, mais au final on y a réfléchi ensemble, vous m'avez un petit peu expliqué, on a été lire un petit bout de page Wikipédia et c'est bon, on a tout compris. Donc je suis content. Salut le rap du futur, comment ça va? Il y a un modo dans ce chat qui est vraiment un naze. Il peut pas me ban, il bosse maintenant. Et oui, il bosse. Prof de maths en plus. Hein. Ah vraiment. Hein. Ah les modos Twitch quoi. Les modos Twitch, l'odeur des modos, quoi. Ça devient modo auprès d'un gars, ancien prof de maths. Un an après, ça copie le streamer et ça devient lui-même prof de maths, quoi. Ça va le parasocial. Non, je plaisante. Tony Bakou, à qui on fait des gros bisous, bien sûr, qui est actuellement en train d'enseigner les mathématiques à des secondes. Voilà. Et il me raconte ses petites anecdotes de prof et tout. Moi, je trouve ça ouf. C'est quoi ça? Attendez. Ah, on regardera ça après. Ah, il y a une nouvelle vidéo de PA pour l'humanité. Du coup, ils font des blagues sur le roi Merlin.
Évidemment. Je mets dans mes signets. On regardera après. Allez, bref, on reprend. Le nombre de profs de maths ici. Ouais, il y a pas mal de profs de maths. Hein. Salut Bubuche, comment ça va? Nique les maths nonobstant. Bah voilà, merci. Ah, tiens. Shout-out Bubuche en bois, bien sûr. Allez vous abonner, lisez, Libé, lisez. Lisez, Bubuche, lisez. Bon, lisez pas, mais allez sur son stream, regardez. Voilà, des matinales. Parce que là, c'est barbant quand même. Oui, alors on parle de déficit primaire par rapport au prix du remboursement de la dette et à la politique néolibérale de la coalition d'extrême droite italienne au pouvoir. Hein. Si ça vous fait chier que vous en pouvez plus des matinales comme ça, allez chez Bubuche, ça regarde des documentaires animaliers. Et c'est quand même intéressant, on apprend des choses sur les animaux et sur les oiseaux en particulier. Voilà, hein, c'est pas du contenu débile, hein. Mais c'est un peu plus des tendances et des sujets un petit peu plus light, parfois un petit peu plus sympa que la politique budgétaire italienne. Donc voilà, il faut savoir aussi se faire plaisir et se prendre soin de soi de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller suivre dès maintenant Bubuche. Si vous avez besoin d'un petit stream un peu plus détente qu'ici, n'hésitez pas. Pour moi, c'est validé, comme dirait Gurki. Voilà. C'est un peu débile quand même, on va pas se mentir. Ah oui, mais c'est débile. C'est mi-débile, mi-intéressant. Hein. Moi, je sais que des fois, quand je parle ornithologie avec toi, je suis genre, Bubuche est légitime de par les connaissances qu'elle a acquises au fil des années. Voilà, moi, c'est mon avis sur Bubuche. Voilà. Bon allez bref, on peut continuer l'article là au lieu que tout le monde vienne me couper la parole. Il y a l'arabe du futur qui arrive qui fait des blagues sur Onibaku, j'ai envie de réagir. Puis après il y a Bubuche qui est dans le chat, moi j'ai envie de réagir. Du coup je suis en train de perdre le fil de ce que je disais, je sais même plus où on en était. On était là, un budget inégalitaire. Oui, on était là, effectivement. Donc oui, on en était là. En gros, l'équivalent de la CGT, on va dire en Italie, la CGIL, dénonce le budget comme étant extrêmement inégalitaire. Et l'équivalent de l'INSEE en Italie, la Banque d'Italie, donc l'équivalent de la Banque de France, et le Bureau parlementaire du budget, donc je sais pas trop ce que c'est, peut-être l'équivalent de la Commission des finances ou quelque chose comme ça, sont d'accord et appuient le syndicat majoritaire en Italie, leur espèce de CGT local, pour dire ah oui, il y a un problème d'inégalité quoi. Alors c'est comme si en France, on avait la Commission des finances, la Banque de France et l'INSEE qui se prononçaient en disant oui, la CGT a raison, ce budget est vraiment inégalitaire. Stat à l'appui. Voilà, donc comme quoi il y a vraiment un problème d'inégalité en Europe actuellement, et ce qu'on voit en France, c'est exactement pareil en Italie. Voilà. Ok, bah justement, un budget inégalitaire, c'est de ça dont on va parler maintenant. Ainsi, la mesure phare portée par le gouvernement Meloni, et sur laquelle il concentre sa communication, est la baisse du taux de l'imposition sur le revenu pour les revenus de plus de 28 000 euros. Ok, donc c'est en mode genre, les classes moyennes, vous payez trop d'impôts, on va baisser votre impôt sur le revenu. Alors je sais pas comment par rapport à la TVA de là-bas et à l'impôt sur les sociétés, comment ça pèse dans leur recette fiscale, l'impôt sur le revenu. Mais en tout cas voilà, c'est un truc en mode genre les classes moyennes sont matraquées par les impôts. Et on aimerait que les classes moyennes votent pour nous. Donc on va vous mettre bien, quitte à ce que on réduise les dépenses publiques par ailleurs, quoi. Ok. Donc du coup ouais. Sur la partie comprise, donc sur la tranche marginale d'imposition comprise entre 28 000 et 50 000 euros annuels, le taux passe ainsi de 35% d'imposition à 33% d'imposition. Donc c'est baissé qu'un petit peu les impôts parce que c'est uniquement au-dessus de 28 000 euros des classes moyennes. Ok. L'UBP et l'ISTAT ont calculé que cette mesure, dont le coût est évalué à 2,7 milliards d'euros, profitera pour moitié à 8% des salariés concernés. Ok, c'est assez logique puisque l'impôt sur le revenu est, par nature, le plus progressif des impôts. Et oui, tout à fait. Toute réduction des tranches moyennes ou supérieures profite donc aux plus riches. Et oui, pourquoi? Parce que, voilà, explication en mode prof de maths. C'est une tranche marginale d'imposition. Donc c'est-à-dire que ce taux d'imposition à 35 qui là passera à 33%, c'est uniquement sur tes revenus au-dessus de 28 000 euros annuels. Donc ça veut dire que si tu gagnes 35 000 euros annuels, on n'a que les 7 000 euros qui dépassent qui sont taxés à hauteur de 35%. Tout ce qui est en dessous n'est pas taxé à hauteur de 35%. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 35 000 euros par exemple, ou même à 40 000 euros annuels, donc classe moyenne, on va dire, mais pas non plus des très riches, et ben ils vont profiter de la baisse que sur une petite partie de leur salaire qui dépasse. Par contre, quelqu'un qui a 100 000, 120 000, 150 000, 200 000 annuels, et ben lui, il y a une bonne partie de son salaire qui est dans cette tranche-là, et qui est concerné par cette tranche d'imposition. Donc ça veut dire que réduire la tranche d'imposition marginale de 28 000 à 50 000 euros, en fait, ça profite majoritairement à ceux qui gagnent plus de 50 000 euros par mois. Parce que eux, il y a l'intégralité de cette tranche est remplie. Tandis que le mec qui a 30 000 euros, ça concerne que 2 000 euros annuels pour lui. Voilà. C'est comme si Macron baissait la tranche des 30%. Exactement. Donc en fait, ça profite un tout petit peu aux classes moyennes, et ça profite beaucoup plus aux classes moyennes supérieures, et ça profite intégralement aux riches. Vraiment aux riches qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, quoi. Voilà. J'espère que mon explication était correcte. C'est un peu dur, là, avec un petit schéma, avec un petit tableau, ça aurait été plus simple, typiquement. Mais voilà, quoi. Ok, d'accord. Donc encore une fois, c'est pour dire, regardez, c'est pour les classes moyennes. Mais derrière les politiques faites pour les classes moyennes, en Italie comme ailleurs, souvent derrière les classes moyennes, c'est souvent les riches qui se cachent, quoi. Voilà. Ok.
Oui, j'ai bien expliqué, Bubuche, alors que t'as dit les maths, c'est un enfer. Bon, bah, c'est bien, je suis content. Ok. C'est assez logique puisque l'impôt sur le revenu est par nature le plus progressif des impôts. Toute réduction des tranches moyennes ou supérieures profite donc aux plus riches. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Selon les calculs de l'UBP, donc l'UBP c'est quoi? C'est la Banque d'Italie, hein, c'est un truc comme ça, je me souviens plus. Il expliquait juste avant. Non, c'est le Bureau parlementaire du budget. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de la Commission des finances en Italie. Selon les calculs de l'UBP, le gain moyen sera de 208 € par salarié. Mais la répartition de ce gain est loin d'être équivalente. Ok. Même si la baisse a été plafonnée à 440 €, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer plus de 440 € en moins de par cette mesure par an, la différence de gains sont massives. En moyenne, un ouvrier gagnera 23 € annuels dans la mesure. 23 € d'impôt en moins. Un employé, 123 € d'impôt en moins dans l'année. Et un dirigeant, 408 € d'impôt en moins dans l'année. C'est fou ça. Waouh. Donc attends, x5, x4. Ça veut dire qu'un dirigeant profitera 20 fois plus de cette mesure qu'un ouvrier, en se basant sur les moyennes. Sachant que c'est censé être pour les classes moyennes qui travaillent dur et qui sont matraquées pour les impôts. Et ben en réalité, quand on regarde très concrètement en se basant sur les chiffres de la Commission des finances italienne, on va l'appeler comme ça profite 20 fois plus à un dirigeant, cette mesure, qu'un ouvrier. Donc les classes moyennes, c'est ce que je disais. Derrière les fameuses classes moyennes, au final, c'est toujours les riches qui en profitent le plus, quoi. Et là, c'est vraiment, on a l'exemple très très concret. Ok, et ça demande un petit peu de maths, en fait. Ça demande un petit peu de détricoter, d'expliquer des choses qui sont parfois un peu barbantes, hein. Ça demande à parler de pourcentage, à expliquer ce que c'est qu'une tranche marginale d'imposition un peu concrètement, pour pouvoir débunker cette mesure. Sans ça, on peut même pas, quoi. Et donc c'est assez facile de faire du populisme de bas étage en parlant de réduire l'impôt sur le revenu. Et pour détricoter leur manigance, on est obligé de faire un peu de maths, et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est ça tout problème qu'on a aussi avec les droitards, avec les fascistes populos, quoi. C'est qu'ils disent n'importe quoi, et en fait, pour débunker leurs mensonges, on est obligé de faire preuve de beaucoup plus d'intelligence qu'eux, quoi. Et du coup, l'intelligence, c'est pas ce qui se vend le mieux, quelque part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le truc de dire le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et là, quand on parle de politique fiscale et de populisme par le discours sur les impôts, c'est compliqué. Ça va, c'est pas non plus si technique que ça. Oui, c'est pas si technique que ça. Mais je veux dire, sur un plateau télé en débat, imaginons qu'on a un droitard en face de nous qui dit nous avons baissé les impôts sur le revenu sur la tranche moyenne pour profiter aux classes moyennes. T'es obligé de prendre 2-3 minutes d'expliquer pourquoi c'est de l'AD, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste un peu plus chiant. C'est pas non plus ultra méga technique, quoi, mais bon, voilà. Ça reste quand même un petit peu. Voilà. T'expliques bien? Merci. Alors après, j'étais prof de maths pendant 4 ans, je pense que ça m'aide aussi pour ça, quoi. Voilà. Ok, donc. Le gouvernement se défend néanmoins en indiquant qu'il a pris des mesures pour les bas revenus, notamment le bonus maman, qui offre une allocation aux mères de 2 enfants. Mais là encore, l'Istat explique que ce bonus bénéficiera aux familles aux revenus les plus hauts, compte tenu de son mode de paiement. Pour les 20% les plus pauvres, le gain moyen pour les familles concernées sera de 580 € par an, contre 700 € pour les 20% les plus riches. Donc là, l'écart est un peu moins abusé que juste avant, hein, où c'était de 20 € à 400 € d'impôt en moins, en fonction qu'on est ouvrier ou dirigeant. Donc là, c'est quand même un petit peu moins vénère, mais même dans une mesure comme ça, que là, ils expliquent être axés pour les ménages les plus pauvres et les plus modestes, pour les plus bas revenus, et dans tous les cas, ça profite quand même plus aux hauts revenus. Super, hein. Super. D'où l'utilité de faire des taxes qui sont axées réellement et pensées uniquement pour les hauts revenus ou pour les très hauts patrimoines. Parce que sans ça, évidemment, logiquement, quand on baisse les impôts, c'est ceux qui payent le plus d'impôts qui profitent de ces baisses d'impôts. Et ceux qui payent le plus d'impôts, c'est les plus riches. Évidemment, en tout cas quand on parle d'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu est par nature, par essence, un impôt progressif, il l'a toujours été. Il a été pensé comme ça dès 1914 en France, par exemple. C'est même pire que ça, puisque l'intelligence est vécue comme un outil de pouvoir qui doit être rejeté. Tout à fait, latte mochaccino, qui me donne envie d'aller me refaire couler un café. Oui. Et là, on rejoint un peu le concept d'anti-intellectualisme très cher à l'extrême droite, qui sont en mode « Regardez, ces gens universitaires, nanani nanana, tout ça, c'est des bobos citadins. Le vrai français, ils s'en bat les couilles de ces intellos. On va gouverner au bon sens. » Voilà, ça rejoint tout à fait ce sujet-là, qui est l'anti-intellectualisme de l'extrême droite, qui n'est pas uniquement l'arme de l'extrême droite, mais qui est en tout cas co-substantielle de toute idéologie d'extrême droite. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon commentaire. Pour moi, c'est validé. Voilà, premier message dans le chat, t'es pas venu pour dire de l'AD et troller, c'est très bien. Merci à toi, Latte Mochaccino, t'es super. N'hésitez pas à offrir un sub à Latte Mochaccino dans le chat, comme ça on le fidélise. Allez, donc, reste une dernière mesure sur laquelle le gouvernement compte pour mettre en avant son profil social. Toute augmentation collective de salaire l'an prochain dans le secteur privé ne sera imposée qu'un taux unique de 5% pour les salaires allant jusqu'à 28 000 €. Ok. Seulement, cette flat tax, entre guillemets, est
elle aussi profondément inégalitaire. Les gains pour les salaires les plus élevés sont mécaniquement plus forts. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a un peu expliquées, plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Donc ce genre de baisse d'impôts, de mettre tout le monde au même niveau, ça profite plus à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et de surcroît, les gains liés à cette mesure, donc les nouvelles recettes pour l'État, en moyenne 208 € selon l'UBP. Ah non, les gains pour les travailleurs qui sont concernés par cette mesure, en moyenne 208 € selon l'UBP, sont très inférieurs aux 440 € engrangés par ceux qui gagnent plus de 50 000 €. D'accord. D'autant que cette partie du salariat italien a été la plus touchée par le fiscal drag. Ok, donc l'inflation fait que du coup la fiscalité qu'il aurait appliquée a augmenté aussi, quoi. Et moi, on me fidélise pas. N'hésitez pas à offrir tout un tas de subs et à faire un train de la hype et à me soutenir financièrement. Moi, dans tous les cas, je suis chaud. Ça, c'est clair. Tout à fait. Mais d'abord, on va essayer de lire l'article et de rester concentré. Ok. À cela s'ajoutent d'autres propositions, je cite, injustes, portées par la Lega, laquelle prévoit une énième amnistie fiscale qui a été très critiquée par la Banque d'Italie. Car même si le gouvernement promet que ce sera la dernière des amnisties fiscales, ce qui est toujours le cas, la Cour des comptes et la Banque d'Italie ont fortement critiqué cette mesure, qui est inefficace pour améliorer les revenus fiscaux à long terme. Et là, je me pose la question, c'est quoi une amnistie fiscale ? Parce que je connais pas, on parle jamais de ça en France. C'est quoi une amnistie fiscale ? C'est là qu'on voit que c'est un article qui est quand même un peu... quand même un petit peu compliqué sur le bord, quoi. Il y a besoin d'avoir 2-3 concepts en poche, quand même. C'est pas grave, on va apprendre ensemble, c'est très bien. Est-ce que l'amnistie fiscale que promettent certaines listes était déjà utilisée par Ben Ali pour acheter la paix sociale, quoi ? Je suis tombé sur l'article de Libération au pif, là, pour voir ce que c'était, Check News, mais... Je sais pas ce que c'est. En gros, si tu as fraudé et que tu dénonces, t'es pas puni. Et que tu te dénonces, t'es pas puni. Ah ! L'amnistie fiscale, c'est-à-dire la suppression des impôts dont un ou plusieurs contribuables auraient dû s'en acquitter, était en effet une arme souvent utilisée par l'ancien président Zine Abdine Ben Ali. Bon, ok, après, peu importe du Ben Ali en l'occurrence, mais ok, d'accord. Quand tu passes l'éponge sur la fraude fiscale, tu viens dénoncer en mode genre, ouais, j'avoue, j'ai fraudé fiscalement. On dit, bon, c'est pas grave, allez. C'est quoi ce concept de merde ? Pardonnez-moi, mais c'est quoi ce concept de merde ? Non, on parle de Glucksmann juste après. Restez, installez-vous, on parle de Glucksmann le nulos juste après. Regardez, on va même envoyer l'article du Parisien, donc je suis très très content. L'article n'est pas hyper long, mais ça sera l'occasion de revenir un peu sur sa disaster class d'hier. Nous, on a remarqué que c'était une disaster class, mais voir un petit peu les réactions dans son propre camp, ça va être très très intéressant, parce que là, il y a un côté où il s'est tiré une balle dans le pied en étant aussi nul à chier. Évidemment. Ah mais bon, allez, on va finir l'article avant. Ok, donc du coup, effectivement, les amnisties fiscales, évidemment que c'est injuste parce qu'on dit à des gens qui étaient censés payer plus d'impôts et qui n'ont pas payé leurs impôts, on dit, bon, c'est pas grave. Ok. Globalement, les études présentées au Sénat ont été un désastre pour Giancarlo Giorgetti et le gouvernement. Donc Giancarlo Giorgetti, c'est le ministre de l'économie actuel en Italie. Le ministre s'est défendu en dénonçant la position des professeurs qui parlent à leur aise depuis leur chair, quand lui, je cite, le désavantage de devoir prendre des décisions. Il a alors martelé à nouveau la stratégie du gouvernement, la défense des classes moyennes et la baisse du déficit. Encore une fois, quelle différence entre le gouvernement d'extrême droite italien et notre gouvernement macroniste, hein. Ils parlent exactement de la même manière. Oui, mais nous, on a le désavantage de devoir prendre les décisions. C'est pareil, c'est comme les Bruno Le Maire et les Macron qui sont en mode toujours à dire... Attendez, bougez pas. Une seconde, je suis désolé. Ça, c'est exactement pareil en France. Exactement comme les Bruno Le Maire et les Macron qui passent leur temps à nous dire sans s'arrêter, et c'est un petit peu insupportable si vous voulez mon avis, qui passent leur temps à dire sans s'arrêter, oui, c'est vrai que je prends des décisions qui sont impopulaires, je peux pas dire le contraire, mais qu'est-ce que vous croyez ? C'est facile de gouverner ? Il y en a marre du y a pas faucon. J'entends en permanence des Français et des commentateurs politiques qui bien tranquillement depuis leur canapé me critiquent sur la politique économique et budgétaire que j'ai pu mener depuis 2017. Je préfère prendre des mesures impopulaires qui sont à même de sauver la France plutôt que d'être dans une forme de commentariat permanent. Oui, ces mesures sont difficiles à prendre, elles ne plairont pas aux Français, mais je les fais pour sauver la France et les Français. Vous êtes trop bêtes pour comprendre ma pensée complexe. Voilà, c'est un discours qu'on entend en permanence en France, ça, en réalité. En permanence. Et ça a l'air d'être plus ou moins le même discours qu'a le ministre de l'économie italien. De dire, voilà, bon, vous êtes bien gentil à nous critiquer, c'est facile de critiquer les professeurs qui nous critiquent depuis leur chair, mais moi j'ai le désavantage de devoir prendre des décisions. Voilà, le ministre de l'économie des extrêmes droites italien parle exactement comme Macron. Et ça, je trouve ça assez intéressant. J'avais envie de vous en parler. Voilà, n'hésitez pas à sub à la chaîne. Si vous voulez arrêter cette imitation,
et que cette torture, ce VTubing qui ressemble parfois, c'est vrai, il est vrai, à une paralysie du sommeil, s'arrête. N'hésitez pas à offrir 5 subs sur cette chaîne et j'arrêterai d'utiliser cette scène pour la suite du live. Je vois qu'on me critique. Mais personne sub à la chaîne en attendant. Allez, je vous laisse. Moi j'ai des Français à matraquer fiscalement. Bisous. Moi j'adore. Hein. Moi j'aime trop cette scène. Hein. Ça me fait trop rire. Ok. Le ministre des Relations avec le Parlement, Luca Siriani, affirme ainsi dans un entretien à la Repubblica que, je cite, gagner 40 000 ou 50 000 euros par an, ce n'est pas être riche, mais être dans la classe moyenne basse. Faudrait voir selon les statistiques du pays en fait. C'est une stratégie risquée, puisque les 8% qui vont récupérer la moitié de la baisse de l'impôt sur le revenu ne peuvent pas vraiment être qualifiés de classe moyenne. En Italie, le revenu médian était en 2024 selon Eurostat de 20 000 euros. Ok, donc selon le ministre des Relations avec le Parlement italien, gagner entre 40 000 et 50 000 euros par an, c'est être dans la classe moyenne basse, alors que le revenu médian, alors que 50% des Italiens gagnent moins de 20 000 euros. C'est fou ça. Donc c'est des gros menteurs. Hein. Encore une fois, c'est des gros menteurs. D'où le concept de classe moyenne qui est utilisé absolument n'importe comment. Alors il y a des moments où on peut utiliser éventuellement le concept de classe moyenne, ou de dire en tout cas classe moyenne sans forcément adhérer totalement au concept. Mais en tout cas, l'utilisation du terme de classe moyenne par la droite, c'est à détricoter tous les jours. Hein. Tous les jours. Le budget va désormais entrer au Parlement. Le gouvernement a prévu de n'autoriser que 2 lectures pour réduire au minimum ce qui s'annonce comme un moment difficile. Non seulement en raison de l'opposition parlementaire et syndicale, mais aussi des manœuvres de la Lega qui entend utiliser ce budget comme un moyen de mettre en avant sa singularité, alors que ses résultats électoraux sont décevants. Ok, donc il y a tout un rapport de force et tout un tas de manœuvres politiciennes qui se règlent à coups de débats budgétaires, un petit peu comme en France finalement. Intéressant. Le budget italien 2026 est donc intéressant à plus d'un titre. D'abord, il met en avant la faiblesse économique du gouvernement Meloni, incapable de définir une ligne originale pour soutenir l'économie et la faire sortir du marasme où elle s'est enfoncée depuis plusieurs décennies. Contrairement au discours mené avant 2022, ce gouvernement a repris la vieille doctrine du berlusconisme et des gouvernements techniques. Se soumettre à l'austérité, demandée par Bruxelles pour espérer bénéficier des fonds européens, mais pas davantage qu'auparavant. Cette stratégie ne fonctionnera pour résoudre une crise structurelle grave liée à la stagnation de la productivité du pays. Ne fonctionnera pas, quoi. Ok. Enfin, ce débat montre que, je cite, la Pax Meloniana, qui semble régner au sein de la droite italienne, est fragile. La Lega accepte de moins en moins sa position subalterne. Récemment, ce parti a dû abandonner la direction de la très prospère région de Vénétie, où elle régnait depuis 2010, et qui, après les élections de la fin du mois, devrait passer à Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Le parti tente donc de reprendre la main avec des positions originales au sein de la coalition, visant notamment à remobiliser son électorat originel de petits bourgeois, de PB, du nord du pays. Ok. Pour l'instant, l'expérience Meloni tient parce que les résultats électoraux de la coalition sont satisfaisants, mais ce succès d'apparence cache bien des difficultés. D'autant qu'un obstacle de taille attend le pays. Il va falloir satisfaire d'ici 2 ans l'engagement nouveau, pris devant l'OTAN, de relever de 1,5% à 5% du PIB les dépenses militaires. Très appréciée par Donald Trump, Giorgia Meloni traîne des pieds et on comprend pourquoi. Un tel effort supposera ou une austérité ou un déficit gigantesque. Pour le moment, la question de la défense a été renvoyée à plus tard, pas avant le printemps prochain. Pour imposer un tel effort, la coalition devra d'abord assurer ses arrières politiquement. Dès lors, on peut craindre une fuite en avant. Luca Siriani le laisse entendre d'ailleurs. Il prévient que si d'ici à la fin de la législature en 2027, la majorité ne parvient pas à imposer la premieriato, c'est-à-dire l'élection directe du Premier ministre, il y aura une réforme électorale qui accordera une prime majoritaire à une coalition avec un leader reconnu. Donc ça serait une manière en fait de pérenniser le pouvoir typiquement d'une Giorgia Meloni au Conseil, quoi. Une réforme électorale qui permettra de voter comme si le premieriato était déjà là, résume-t-il. Ok. Cette déclaration laisse entendre que le gouvernement Meloni cherche à verrouiller les élections pour rester au pouvoir, c'est ce que je disais, et éviter notamment de perdre la majorité au Sénat, ce qui avait été la faiblesse des gouvernements Berlusconi. C'est pourquoi le référendum en mars prochain sur la réforme de la justice s'annonce clé. Si le oui l'emporte, la porte sera ouverte à un nouveau tour de vis autoritaire. Ok, la dictatoria, on pourrait appeler ça comme ça, effectivement. Ok, d'accord, donc Meloni est fragilisée de par les faiblesses économiques, on va dire, de la politique qu'elle mène. Et donc, du coup, ils sont en mode genre,
si on changeait les règles constitutionnelles des élections pour pouvoir me permettre plus facilement de rester au pouvoir et ainsi avoir une stabilité à même de remettre le pays sur des rails. J'espère que ça va pas en inspirer chacun comme un certain Emmanuel Macron, hein. Parce qu'on voit qu'une des solutions pour se sortir de ce marasme budgétaire de l'extrême droite au pouvoir en Italie, c'est quand même de faire un tour de vis autoritaire pour tenter de rester au pouvoir plus longtemps en se cachant un peu derrière la stabilité, quoi. Donc j'espère que ça va pas trop inspirer Macron, hein. Il en pense quoi, Manu Max? Moi jamais je m'inspirerais des fascistes italiens tels Giorgia Meloni. Ils sont d'extrême droite et moi je ne suis pas de... Attendez, mais non, ça c'était avant. Excusez-moi, j'ai cru qu'on était en 2017 ou en 2018. Évidemment que je vais m'inspirer de Giorgia Meloni qui est une de nos partenaires européennes, qui fait du très bon travail, notamment pour réduire l'immigration. Je pense que je vais faire pareil. Si le budget ne passe pas à la fin de l'année, j'activerai l'article 16 pour prendre les pleins pouvoirs, mais je le ferai pour la France, pour les Françaises et pour les Français. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les temps sont durs, hein. Les temps sont durs, les amis. Et je sais pas ce qui va se passer. Non au VTubing macroniste. Oh. Il a dissous l'Assemblée nationale pour mettre Bardella à Matignon. Donc s'il tente, bah ouais, hein, oui. Mais après, c'est pas des réformes de scrutin ou quoi que ce soit. Mais eux, ils parlent parfois de passer à la proportionnelle. Mais là, vous avez remarqué, ils ne parlent plus d'introduire une part de proportionnelle dans les élections législatives. Ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau qu'ils comptaient faire au RN pour tenter de s'acheter une stabilité à l'Assemblée et de pas se faire censurer. Et en fait, le RN est en mode genre non. On s'en bat les couilles, on censurera dès que possible, on veut la dissolution, on veut progresser à l'Assemblée. Et là, du coup, on parle plus trop d'introduire une part de proportionnelle dans les élections législatives, quoi. Donc au final, tout ça, c'est un jeu de posture. Maintenant qu'ils se sont mis plus ou moins le PS dans la poche, à voir ce que va faire la Macronie. En tout cas, force est de constater en lisant cet article qu'entre l'extrême droite de Meloni en Italie et la droite macroniste en France, qui n'est pas censée être l'extrême droite, c'est les mêmes problématiques, budgétaires et c'est la même politique de merde austéritaire néolibérale et soumis au diktat de la troïka européenne qu'on soit dans l'Italie de Meloni ou dans la France de Macron. Et donc, moi, ça sera ma conclusion de cette petite séquence. Si vous regardez ça en VOD et que vous avez trouvé ça intéressant malgré le fait que ça soit peut-être des sujets un peu austères, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et à partager ça à un max de gens pour dire « regarde, j'ai trouvé un streamer, il explique bien les trucs de budget et il aime pas l'extrême droite, il est basé, il s'appelle Ribot dans la sauce, tu devrais regarder sa vidéo et lâcher 5 euros sur sa chaîne. » Abonnez-vous. Des conclusions de plus en plus agressives, hein. Au début, c'était en mode genre, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, voilà, je suis en mode genre, de l'argent, filez-moi de l'argent, j'en ai marre là.